Et poule. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission. Une émission spéciale œuf. L'œuf, d'où vient-il? Comment le choisir? Comment bien le conserver? Quelle est la différence entre un œuf bio et un œuf plein air? Dans quelques minutes, il n'aura plus de secret pour vous. Des œufs, on en met dans les pâtes. Mais au fait, comment fabrique-t-on les pâtes? Un des aliments les plus consommés au monde. Pour le savoir, la plus grande usine de France nous ouvrira ses portes. Des pâtes de toutes les formes et dans tous les états. Ce soir, nous vous invitons à dîner la tête en l'air. À Copenhague, en Norvège, un restaurant incroyable accueille ses convives accrochés au bout d'une grue. Nous découvrirons avec Anaïs et son papa ce que ça fait de dîner à 20 mètres du sol. Mais tout de suite, pour tout nous dire sur l'œuf, aujourd'hui Christian nous emmène chez Jackie, le roi de la cocotte. Jackie, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour Christian. On est ici chez toi, dans ton élevage de poules pour les œufs. Et là, on peut leur donner un peu à manger, non? Oui, bien sûr. Et t'en as combien, toi, ici de... Ici, on en a 5000. Et 5000 poules, pour un chef comme Christian, c'est 5000 idées de bons petits plats délicieux, à commencer par les plus simples. Bon, Jackie, tu sais que nous, les œufs, dans notre métier, on s'en sert pour la pâtisserie, pour la cuisine, et notamment pour faire les pâtes, des bonnes pâtes aux œufs. Tenez, regardez le reportage. Si les pâtes fraîches de Christian se préparent avec des œufs, les pâtes de tous les jours n'ont besoin que de blé, d'eau et beaucoup de savoir-faire. N'est-ce pas, Giovanni? Les pâtes, c'est une œuvre d'art, les pâtes, c'est pas n'importe quoi. On parle des pâtes comme si c'était des macaronis. Non, c'est des pâtes. Il y a des pâtes, des spaghettis, des tagliatelles. Là, nous avons des spaghettis. D'accord, Giovanni. Les pâtes, c'est sacré. Mais avant que vous nous donniez tous vos trucs pour bien les réussir, petit rappel indispensable. Les pâtes naissent ici, en plein champ. Et ces beaux épis, c'est du blé. C'est ce blé qui servira de base à toutes les pâtes. Et ce blé arrive ici, à Marseille, dans la plus grande usine de pâtes de France. Jean-François va nous servir de guide dans ce temple de la nouille. C'est parti pour une petite danse, en boîte s'il vous plaît. Les grains de blé sont écrasés pour obtenir de la semoule. Et voilà le résultat, main gauche avant broyage, main droite après. La semoule est mélangée avec de l'eau, mais sans œufs. La pâte est étalée entre ces rouleaux à pâtisserie géants. Enfin, quand tout roule, parce que si la pâte se coince, il faut intervenir. Quand la feuille est bloquée, c'est un peu comme un bourrage papier dans une imprimante. On retire la feuille et c'est reparti. Aujourd'hui au menu, on fabrique des tagliatelles. Ici, ce sont des kilomètres de pâtes qui sortent. Ensuite, c'est la machine qui les coupe dans le sens de la longueur. Elles sont ensuite enroulées sur elles-mêmes pour former un petit nid. Là encore, c'est la machine qui fait tout. Mais passons aux choses sérieuses. Comment fait-on des pâtes plus compliquées, comme les papillons? Tout commence encore avec la pâte. La machine découpe dedans une forme ronde et crantée sur les bords. Et pour faire un joli papillon, il suffit de la pincer au milieu. Et maintenant, comment fabrique-t-on les pâtes qui ont des formes compliquées comme les tortilles? Cette machine sait faire toutes les formes de pâtes. Aujourd'hui, c'est tortille. La pâte est pressée d'un côté et sort de l'autre en forme de torsade. Avec une vis sans fin, on va pétrir ce mélange au plus semoule pour le passer au travers d'un moule qui va donner la forme définitive de la pâte. Vous l'aurez compris, le secret, c'est le moule. En attendant de servir, ils sont cachés dans cette armoire. Des moules, il en existe des centaines. L'imagination des créateurs n'a pas de limite. Il en existe un pour toutes les lettres de l'alphabet. Il existe même des pâtes en forme d'ourson.
Et si on veut faire des trous, il suffit de placer une tige au milieu de la forme. Récapitulons. La pâte est pressée d'un côté et les coquillettes sortent de l'autre. Dessous, une lame rotative coupe les rubans. Et voilà, nos coquillettes sont prêtes. À la sortie, toutes les pâtes sont encore humides. Pour obtenir des pâtes sèches qui se conservent pendant des mois à la maison, il faut les sécher. Une fois sèches, toutes les pâtes n'ont plus qu'un seul objectif, atterrir dans nos assiettes. Voilà, nous avons fait le tour de l'usine. Les pâtes n'ont plus de secret pour vous. Mais attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On nous annonce qu'il existe des chercheurs de pâtes dans cette usine. Des chercheurs? Mais pourquoi faire? Eh bien, figurez-vous qu'ils travaillent sur le goût des pâtes et même sur leur couleur. Rien ne ressemble plus à un grain de blé dur qu'un grain de blé dur. Et par exemple, vous avez là 6 échantillons différents de blé dur. Oh, pour vous, ils doivent être les mêmes, mais pour nous, ils sont différents. Et on va assembler les différents échantillons de blé pour qu'un peu comme dans le vin, obtenir un produit qui soit d'un goût toujours identique d'une année sur l'autre, d'une campagne sur l'autre. Mais le goût, ce n'est pas tout. Ici, on pense aussi aux nuls en cuisine qui rateraient même la cuisson des pâtes. Alors on élabore des textures qui tiennent à la cuisson. Une bonne tenue à la cuisson pour des pâtes alimentaires, c'est une pâte qui, même si on la cuit un peu plus longtemps que prévu, va conserver son élasticité, sa fermeté, sans avoir de collant ou d'effet désagréable sur le produit. Pour élaborer la pâte ultra résistante, on lui fait subir une pression de plus de 2 bars. Dernier critère à vérifier, la couleur des pâtes. Là aussi, on doit mélanger les blés en fonction de leur teinte. Objectif, obtenir une jolie couleur, ni trop jaune, ni trop blanche. Voilà, vous savez tout sur les pâtes de votre placard. Il ne nous reste plus qu'à retourner chez Giovanni pour savoir comment les cuire. Faites chauffer une très grande quantité d'eau. Comptez 1 litre pour 100 g de pâte. Quand l'eau frémit, salez là, ça va accélérer l'ébullition. De sel, on met à peu près 10 à 12 grammes par litre d'eau. Mais bon, c'est plus facile une petite poignée. Jetez ensuite les pâtes en éventail pour qu'elles ne collent pas. Conseil, n'ajoutez pas d'huile. Pourquoi? Parce que l'huile va déposer, à la fin de la cuisson, va déposer une couche très fine sur la pâte et ça va faire en sorte que quand vous la mettez dans la sauce, elle ne va pas accrocher à la pâte. Cuire les spaghettis 7 à 8 minutes pour qu'elles soient al dente, ça a un vrai intérêt. Elles sont un peu plus longues à digérer. C'est-à-dire que comme ça, vous allez pouvoir rester entre 2 repas, rester sans avoir faim et se prolonger dans le temps. Parce que la digestion se fait un peu plus lentement. L'égouttage se fait le plus rapidement possible. 1 minute de trop et les pâtes sont toutes collées. Voilà, c'est prêt. Via Lorenzo, 2 paste alla norma. Alors, pâtes industrielles ou pâtes fraîches, elles n'ont plus de secret pour vous. À vous de les arranger à votre sauce. En attendant de cuisiner un bon plat de pâtes, Christian a décidé de donner un coup de main pour ramasser les œufs. Oula, t'es organisé toi, non? Et oui, Christian, ici on ne ramasse pas les œufs un par un, ils arrivent tout seuls. Et les œufs, tu les prends et tu les ranges la pointe en bas. La pointe en bas? Oui. Ah d'accord. Mais tu les laves pas? Ah non, jamais. Pourquoi? Sur l'œuf, il y a une pellicule cireuse. Ouais. Et si tu le laves, la coquille devient complètement poreuse. D'accord, attends, j'accélère un petit peu là parce que je suis un peu débordé. Tu peux pas ralentir un petit peu là quand même? Oh si, on va faire ça, c'est bon. On va faire un petit résumé pour chez vous. En fait, l'œuf, il ne faut jamais le laver. Et surtout quand vous le rangez, la pointe vers le bas, dans votre frigo. Très important. Petit conseil. Dans quelques instants, retrouvez Christian Etchebest. Les œufs n'auront plus de secret pour vous et vous partirez dîner dans un restaurant qui ne manque pas d'air. Laurence, des beaux et des gros œufs. Les œufs, il y a des petits, des gros, des extras, des frais, des bio. Quelle est la différence? Comment les choisir? Regardez. Frais,
extra frais, biologiques, plein air. Pour choisir ces œufs et décrypter les emballages, c'est toujours un vrai casse-tête. Alors, lesquels je choisirais? Je regarde les dates. Je choisis des œufs bio. Plutôt de poules en liberté. Et quant à la couleur, ça m'est égal. Je me pose souvent la question si l'élevage en plein air est réellement en plein air, comme on l'entend, c'est-à-dire à ciel ouvert. Pour y comprendre quelque chose, allons justement rendre visite aux poules de Jacques. Comme tous les jours ici, c'est portes ouvertes, car nous sommes dans un élevage en plein air. Les poules gambadent bien dans les prés en toute liberté. Les poules sortent vers 10 h le matin jusqu'à la tombée de la nuit. Dans le parcours herbeux, comme vous voyez, elles sont en train de picorer les graines, elles grattent, elles trouvent des petits vers, elles trouvent toutes les graines qui puissent exister dans l'herbe. Et puis elles se dépensent, tout ça pour leur bien-être, quoi. Et les poules de Jacques ont bien de la chance, car en France, 80% des pondeuses sont élevées en cage et ne voient jamais le jour. Mais retour à nos poules de plein air. Elles sont toutes à l'intérieur, car c'est l'heure de manger. Voilà, c'est l'heure du repas, il est 7 h. Donc les poules mangent 4 fois dans la journée. L'aliment est sous forme de miettes, essentiellement du blé, du maïs, des graines de soja ou de tournesol. Nous avons aussi de la luzerne, des vitamines et des minéraux. Que des bonnes choses. Mais pas d'idée reçue, l'alimentation de la poule n'a aucune influence sur le goût de l'œuf. Quelle que soit sa provenance, il sera toujours bon. Si vous avez un petit budget, n'ayez pas peur de choisir des œufs à bas prix. Et savez-vous qu'une poule pond un œuf par jour? Il en faut des cocottes pour remplir nos frigos. Avant d'arriver dans nos assiettes, les œufs passent une vraie batterie d'examens. Ils sont l'un des aliments les plus contrôlés. Première étape, le laboratoire avant conditionnement. La fraîcheur et la qualité des œufs sont immédiatement testées. Tout d'abord, la coquille, car ce qui plaît aux consommateurs, ce sont les œufs bien bronzés. Le premier contrôle qu'on fait, c'est un contrôle visuel de la couleur et de l'état de la coquille. On aura ici un œuf parfait avec un beau marron qui plaît beaucoup aux clients. On aura là un œuf correct, classique, avec une couleur uniforme rousse. Et là encore, idée reçue. C'est en été et en plein air que les œufs sont les plus clairs. On a beaucoup de changements de couleur, par exemple, par rapport à la température et le climat extérieur. Quand on a des grosses canicules, des grosses chaleurs, la poule aime bien aller dehors, se pouiller, se dorer au soleil, et ça aura une incidence sur la coloration de la coquille, mais nullement sur la qualité gustative et nutritive de l'œuf. Encore une fois donc, détrompez-vous. La couleur de la coquille n'a aucun rapport avec son contenu gustatif. En revanche, la fraîcheur de l'œuf est très importante. Deuxième étape justement, le contrôle fraîcheur. Ici, la laborantine mesure la hauteur du blanc et la couleur du jaune. À la maison, vous pouvez faire pareil, car un œuf frais a un blanc épais qui ne s'étale pas. Le jaune, quant à lui, doit être brillant et bombé. Sa couleur dépend de l'alimentation de la poule, mais clair ou foncé, c'est la même chose. Et enfin, attention, la qualité de l'œuf ne dépend en aucun cas du type d'élevage. Les œufs de poule plein air et de poule en cage ont les mêmes propriétés gustatives et nutritionnelles. C'est le bien-être de l'animal qui change. Dernier examen avant la mise en boîte, le mirage. Un travail minutieux qui demande un sacré coup d'œil. Tous les œufs fêlés sont jetés. La coquille est une véritable armure contre les bactéries, alors si elle est fendue, elle ne protège plus. À la maison, même contrôle, ne consommez surtout pas les œufs cassés ou abîmés. Les œufs sont ensuite saisis un à un par une pince. Là, ils sont tamponnés avec la date de ponte et le type d'élevage. Quelques jours plus tard, on retrouvera ces œufs et leurs tampons en magasin. Mais comment déchiffrer toutes ces inscriptions? Là, par exemple, on a un œuf bio. Alors, on sait qu'il a été élevé en France parce qu'il y a FR et avant, il y a un chiffre, c'est 0. 0, ça veut dire bio. 1, ça veut dire que c'est un élevage en plein air. Et ensuite, vous avez 2 et 3. 3, c'est pour un élevage en batterie. Et pour faire la différence entre un œuf frais et extra frais, ne vous fiez pas aux emballages, mais à la date de ponte. Les 9 premiers jours, l'œuf est considéré comme extra frais. Vous pouvez le manger à la coque. Passé cette date, il sera encore frais pendant 19 jours. Là, vous le dégusterez dur, en omelette ou pour la pâtisserie. Pour finir, quelques conseils pour être sûr de vous régaler.
Pour vérifier la fraîcheur d'un œuf, c'est simple. Vous prenez un saladier avec à peu près l'équivalent de 2 litres d'eau et ajoutez environ 180 g de sel. Regardez bien, l'œuf frais coule alors que l'œuf abîmé flotte. Et à partir du moment où votre œuf remonte à la surface, c'est que vous avez une petite bulle d'air qui s'est formée à l'intérieur de l'œuf et c'est que votre œuf est beaucoup moins frais. Deuxième astuce, fini les œufs durs qui éclatent dans l'eau bouillante de votre casserole. On va tout simplement ajouter quelques gouttes de citron dans notre eau. Donc on n'a pas énormément besoin d'acidité, mais on va en mettre quelques-unes, comme ceci. Une autre chose importante aussi, ça va être de prendre un œuf qui soit à température. Donc prévoir et sortir nos œufs un petit peu à l'avance pour qu'ils soient à la même température que l'eau pour commencer sa cuisson. Voilà, maintenant les œufs n'ont plus de secret pour vous. Cette fois-ci, notre chef n'a pas pu résister. Christian met la main à la pâte et applique tout de suite nos bons conseils pour le plus grand bonheur de l'éleveur de poules. Jackie, je t'ai piqué quelques œufs tout à l'heure. Je vais te faire une petite omelette en plein air. Regarde-moi ça. Je t'ai fait une petite surprise. Comme je t'aime bien que tu étais sympa avec moi, regarde ce que je t'ai ramené, une truffe. Une belle truffe d'été. Et il faut savoir quand même, je te donne un petit conseil de chef, c'est entre nous, c'est que l'œuf, ça fait ressortir toute la saveur de la truffe. On va se régaler. Hop. Voilà. Tu vas voir le bonheur, si c'est tout simple. Hop, la truffe. Dans la vie, il faut être généreux. Allez, régale-toi. Moi, j'y vais parce que j'adore ça. Jackie, j'espère que pour toi, cette omelette, quand même, sera un peu inoubliable, en plein air comme ça. C'est pas fréquent, hein? Ah, c'est pas fréquent. Il faut quand même que tu saches qu'au Danemark, ils font des repas, des dîners en plein air, suspendus à une grue. Regardez. Bienvenue à Fredericia, le plus vieux port du Danemark. On y trouve des bateaux et des gros bateaux. Mais c'est dans le ciel qu'il faut regarder pour être vraiment dépaysé. Perché en haut de cette grue-là, c'est un restaurant. Et c'est justement là, dans les airs, que Philippe, un papa français qui vit à Copenhague, emmène dîner sa fille Anaïs. Je veux lui réserver une surprise ce soir. Elle n'est pas du tout au courant. C'est pas un restaurant, c'est pas un repas normal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en descendant du train, Anaïs est loin de se douter de la surprise qui l'attend. Tourne à gauche. Il est où le restaurant là? Regarde la grue. C'est où? Elle est où? Regarde. C'est ça? Oui. Et toi, quel vertige, tu vas vouloir manger dans ça? C'est assez haut pour un restaurant, hein, c'est rare. J'ai du mal à croire qu'on puisse manger là-haut en fait. Mais si, c'est bien un restaurant. À 50 mètres du sol, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Accueillis comme des VIP, ils feront partie du prochain vol. Mais avant de toucher les étoiles, les convives sont fermement attachés à leur siège. Ça a l'air d'être sécurisé. Je dois avouer que j'ai un petit peu le vertige, mais pour ma fille, je ferais n'importe quoi. Une fois installé, le balai des serveurs commence immédiatement, car ici, on vous sert avant le décollage. L'entrée, le plat principal et le dessert. On a tout en même temps. On n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a comme plat principal. Avant de partir, un membre d'équipage leur donne les dernières consignes de sécurité, essentielles quand on dîne à 20 mètres du sol. Il vient de dire comme quoi il faut faire attention à rien faire tomber par terre. Si on veut prendre des photos ou autre chose, il ne faut pas faire tomber la caméra. Enfin, faire attention. On n'a pas le droit de fumer. Pourtant, on est en plein air. Et aussi, dès qu'on a fini de manger, on doit pousser nos plats à l'intérieur pour ne pas faire tomber ni rien. Yeah, that's probably right. Yeah. C'est parti pour l'ascension. Temps estimé, 1 minute. Un ouvrier spécialisé manipule avec précision la grue pour que la plateforme soit stable et que la montée se sente le moins possible. Pendant qu'Anaïs et Philippe admirent la vue, revenons un moment sur le fonctionnement de cet incroyable restaurant. Bienvenue au dîner dans les airs. Le plus important dans un restaurant, c'est évidemment la cuisine. Pour la préparer, il y a une astuce. Les plats sont concoctés à l'avance dans une cuisine indépendante qui se trouve, elle, sur la terre ferme. Dans une assiette unique, le chef prépare une entrée, un dessert et un plat principal secret que les passagers ne découvriront qu'une fois en l'air. Les serveurs embarqués ne s'occupent donc que de servir le vin. Et chose essentielle quand on fait dîner des gens à 50 mètres du sol, il faut assurer leur sécurité. Bah oui, faudrait pas qu'ils tombent. Voyons un peu comment ça se passe. Ouh là là, mais il y a des ceintures partout.
Alors comment s'y prend-on pour assurer à la fois une sécurité maximum tout en permettant aux gens de bouger? Vous avez ces deux sangles sur vos épaules, celle-ci autour de la taille, et le tout est attaché derrière le siège, hors de votre portée pour une sécurité maximale. Et si les passagers ne peuvent pas se lever de leur siège, le personnel, lui, doit pouvoir être mobile. Tout le monde au centre de la table porte un harnais, bien fixé à la structure par une sangle et ce mousqueton. Les serveurs, harnachés comme des alpinistes, se déplacent librement pour mieux vous servir tout en étant assurés de ne pas tomber. Et élégance oblige, rien n'empêche de mettre une veste par-dessus. Dernier petit détail, le vertige. Il est possible que certains convives supportent mal l'altitude. Là encore, tout est prévu. C'est important qu'on repère qui a le vertige. Un jour, on a reçu 2 dames qui sont devenues livides une fois arrivées en haut. Donc un serveur est allé les rassurer et elles se sont senties mieux. Parce que c'est très important. Si quelqu'un se sent mal, on redescend en 30 secondes. On dépose la personne et on remonte. Voilà, vous savez tout des coulisses de ce restaurant. Retrouvons maintenant Anaïs et son papa pour savoir ce que ça fait de dîner tout en haut. J'ai mal de l'air. C'est marrant ça. C'est pas que moi qui n'ai pas le vertige, j'ai un peu peur en fait. Ah, c'est marrant parce que moi qui ai le vertige, je n'ai absolument pas peur. Et ne m'arrête, hein, je te jure, elle me touche pas, j'ai trop mal en fait. Une fois en l'air, Anaïs a du mal à trouver ses marques. Quelle est ton impression? En fait, on voit le pays d'une autre manière, quoi. Là, on voit le dessus, en avion, on est trop haut, et là, on voit bien la mer, c'est formidable. Le service est génial, ils sont sympas. La nourriture, j'ai goûté, on va voir. Passons maintenant aux choses sérieuses. Le repas danois. Sera-t-il au goût de nos Frenchies? Goûte, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est d'après toi? Du pâté de poisson. Par contre, je trouve pas que c'est un peu salé. Enfin, c'est un drôle de goût, il y a une drôle d'épice. Et regarde, papa, regarde là. Attends, retourne-toi si t'as courage. Tu peux pas. Vas-y, retourne-toi. Merci pour ce que tu sais. Tu sais que j'ai un petit peu le vertige. Regarde, là-bas. Tu me disais que t'avais pas le vertige. Je comprends pas. Alors, là. T'as vu la jolie place? Ah, c'est formidable. Et on dévoile le plat du jour. Volaille rôtie à la danoise aux petits légumes. C'est de la bonne cuisine quand même. Oui. Ouais. Et c'est mieux de ce qu'on mange d'habitude. Skål! 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 Il est déjà l'heure de redescendre sans qu'Anaïs et Philippe n'aient eu le temps de manger leur dessert. Alors, votre impression? Ça a duré 20-30 minutes. Bah ouais, 30 minutes. Ouais, j'aurais aimé rester plus longtemps. Je crois que j'aurais bien aimé en fait qu'on me serve une entrée, un dessert, un plat principal et un dessert. Là, on nous a servi le plat dès le départ. Et voilà l'exigence des Français à table. Le dîner est malgré tout un vrai succès. Bon, c'était sympa, hein, c'était bien. Anaïs et Philippe repartent conquis de leur dîner au Danemark. Et ils sont loin d'être les seuls. Le jeune Belge qui a inventé le concept peut se frotter les mains. On a pu dîner dans le ciel de Belgique, bien sûr, mais aussi au Canada, en Hongrie, en Turquie et en France face à la cathédrale d'Amiens. Alors si vous avez faim, levez la tête, il y aura peut-être dans les airs une table prête à vous accueillir. Bon, on arrive à la fin, Jackie. Merci pour cette belle matinée. Tu m'as appris plein de choses sur les œufs. Tu m'amènes? Oui, allez, y va. Et cadeau. Ça, c'est pour moi, pour l'omelette? C'est pour toi. On est à Paris? Ouais. Allez, on y va. On est bien là. Allez, salut! À la prochaine!